Bonjour à toutes et tous. Vous êtes tous présents pour ce 4e talk de l'axe RSE de Comment, qui s'intitule Entreprise à mission et raison d'être, greenwashing ou transformation réelle des organisations. Donc, on est très heureux de vous accueillir. Je vais vous proposer une petite présentation très rapide de l'axe RSE que nous co-animons avec Charlotte Delaronde, qui est présente ici également. Petite présentation peut-être très rapide. Moi, je suis trésorier et administrateur de Comment et par ailleurs secrétaire général de la NRH, qui est une association qui crée des prestations de services et en même temps crée des emplois pour les personnes en situation de handicap. Donc oui, on est déjà sur notre sujet. Charlotte, je vais juste te présenter quelques secondes. Oui, alors moi je suis directrice de la communication, des affaires publiques et de la RSE. Donc on est bien sur le sujet de e-voyageurs, la filiale digitale client de la SNCF. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir, je commence par Cécile Ribourg, qui est la directrice de la communication de la Maïf. Bonjour Cécile et merci d'être avec nous. Bonjour Fabrice, merci de notre invitation. Et Emery Jacquilla, qui est le président de la communauté des entreprises à mission et par ailleurs président de CAMIF. Je crois qu'on dit CAMIF, pas la CAMIF. Ouais. Que je ne me trompe pas. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Donc pour rappel, notre axe RSE au sein de Comment, il a comme objectif de sensibiliser la communauté des communicants à l'enjeu de la responsabilité sociétale des organisations et de vous aider à la fois à mieux comprendre les enjeux, à développer cet aspect-là bien évidemment, puis jouer un rôle moteur, car c'est notre conviction à Comment, dans la transformation des organisations sur ces sujets. Donc on a déjà eu 3 talks cette année, auxquels vous avez peut-être participé, mais qui sont toujours visibles. Un talk qui s'intitulait « La communication sauvera-t-elle la planète ?» Soyons ambitieux, avec une intervention de Thierry Libard. Un talk ensuite qu'on a appelé « Back to Basics », avec notamment le témoignage de Vinci Construction France pour revoir un peu les bases de ce qu'est la RSE aujourd'hui et la place du communicant dans cette RSE. Et un 3e talk le 28 mai dernier sur la communication responsable, par où commencer, avec Valérie Martin de l'ADEME. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet important qui est celui des entreprises à mission, de la raison d'être, et essayer de vous éclairer sur ce sujet à travers, évidemment, des témoignages. Alors, pour vous présenter nos 2 intervenants, je commence peut-être avec Emery Jacquilla. Donc, Emery est un entrepreneur à mission et un homme d'avant-garde, si j'ose dire. Pour rappel, la loi Pacte qui concerne ce sujet des entreprises à mission a été promulguée en mai 2019. Emery Jacquilla a repris CAMIF en 2009, dont il est le président, en misant sur la consommation responsable et le Made in France. Pour rappel, CAMIF, c'était à l'origine la coopérative des adhérents à la mutuelle des instituteurs de France, créée en 1947. C'est aujourd'hui une entreprise française de commerce en ligne spécialisée dans l'aménagement local et durable de la maison. Et CAMIF s'est engagé sur le chemin de l'entreprise à mission dès 2013, ce qui est assez novateur, et a défini sa raison d'être dès 2017, semble-t-il. Raison d'être que je lis: proposer des produits et services pour la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, mobiliser notre écosystème, collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Donc Emery Jacquilla nous parlera évidemment de CAMIF, mais aussi de la communauté des entreprises à mission, dont il est membre fondateur et président. Communauté qui a été créée en 2018 et qui est sous statut associatif, si je ne dis pas de bêtises, qui a pour objectif de faire connaître la société à mission. Donc on a donc avec nous un acteur et un promoteur des entreprises à mission et qui sont pour lui, il nous en parlera tout à l'heure, un levier de transformation de la société. Donc on est bien sur notre sujet. Charlotte. Oui, et moi j'ai le plaisir de présenter Cécile Ribourg, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est donc la directrice de la communication de la Maïf. Depuis 2017. Alors Cécile, vous avez fait des études littéraires et vous avez effectué une grande partie de votre carrière dans des agences de communication, notamment au sein du groupe Havas chez W, où vous étiez directrice associée. Vous avez donc accompagné beaucoup d'entreprises dans leur stratégie de communication corporelle, dans leur stratégie de marque. Et depuis 2017, donc vous avez rejoint la Maïf en tant que directrice de la communication, avec pour mission de faire rayonner la singularité justement de la Maïf dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc merci à tous deux. On va démarrer tout de suite. Le programme que l'on s'est donné, c'est de pouvoir dialoguer avec nos invités jusqu'à 9h45 et ensuite de pouvoir répondre à vos questions. Un quart d'heure, ce n'est jamais suffisant, mais ça permettra quand même de répondre à quelques questions et de démarrer les échanges.
Alors, Emery, je vous propose qu'on démarre vraiment sur le basique et qu'on rappelle à nos différents auditeurs, téléspectateurs, je sais pas comment on dit, visionneurs, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission? Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui met au cœur de son modèle des enjeux de société, qui peuvent être des enjeux sociaux, environnementaux, et qui va finalement réconcilier l'économie et les grands défis qu'on a devant nous à gérer. Ça, c'est un peu la définition générale. Après, il y a des définitions plus légales, puisque comme vous l'avez dit, Fabrice, depuis 2019, il y a une loi en France qui est d'ailleurs très innovante. On est le seul pays qui a été aussi loin, qui permet aux entreprises de se doter d'une raison d'être et d'objectifs sociaux, sociétaux et ou environnementaux qui sont propres à chacune des entreprises et qui sont inscrits dans les statuts. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir l'alignement des actionnaires par rapport à ce projet qui n'est pas uniquement porté sur maximiser le profit pour eux dans l'entreprise, et puis également qui se dote d'un comité de mission qui va avoir pour objet, qui est un nouvel organe de gouvernance dans l'entreprise et qui va avoir pour objet de faire en sorte que l'entreprise progresse sur sa mission et valide que l'entreprise est bien une entreprise à mission. Et enfin, il y a un organisme tiers indépendant qui va venir auditer tout ça tous les 2 ou 3 ans selon la taille de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est assez cadré et en même temps qui laisse un grand champ de liberté aux entrepreneurs, aux dirigeants pour définir leur singularité. Cécile va nous en parler tout à l'heure. Et donc, c'est une vague qui répond à la fois à un besoin de société, redonner du sens, retrouver du sens, redonner de la confiance dans l'entreprise et qui répond probablement aussi à un enjeu majeur qui est qu'aujourd'hui, l'entreprise à mission, on va dire ça comme ça, est sans doute le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition pour adresser ces grands défis majeurs qu'on a devant nous. Il se trouve que ça correspond à un moment aussi, qui est un moment où on voit qu'il y a une vague vraiment de plus en plus importante de dirigeants qui veulent rendre leur entreprise contributive sur des enjeux de société. Pourquoi? Alors pour certains, c'est des bonnes raisons parce qu'ils sont convaincus que ça fait sens et qu'ils ont une sensibilité aux enjeux environnementaux ou sociaux. Et puis pour d'autres, tout simplement parce qu'ils comprennent que demain, seules les entreprises qui seront capables de prouver leur utilité pour la société seront encore sur le marché et seront encore performantes. Parce qu'on va le voir, c'est un levier d'engagement pour les collaborateurs, c'est un levier d'innovation, c'est donc un levier de performance. Alors, j'entends bien que l'entreprise à mission se donne finalement un double objectif économique et sociétal, d'une certaine manière. Alors, on sait quels sont les risques de ne pas remplir son objectif économique. Ça peut être les actionnaires, ça peut être l'ensemble des parties prenantes qui peuvent intervenir et réagir. Qu'est-ce qui se passe si l'entreprise n'arrive pas justement à suivre cet objectif sociétal? Quels sont les risques là derrière? D'abord, le premier risque, c'est le désengagement des collaborateurs. Parce qu'à partir du moment où vous définissez, et très souvent les entreprises que l'on peut observer au sein de la communauté des entreprises à mission, on fait ce chemin en intégrant les collaborateurs et en co-construisant la mission de l'entreprise avec les collaborateurs. Donc, il y aurait un effet très déceptif auprès des collaborateurs eux-mêmes si on voyait que finalement l'entreprise ne poursuivait pas sa mission de manière sincère. Et donc, alors après, on n'est pas parfait, on se met aussi, on sort du bois quand on définit des objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux. Donc, on se met en tension et cette tension, elle doit créer finalement une énergie plutôt positive à l'intérieur de l'entreprise. Le risque de ne pas être à la hauteur, donc c'est un risque de désengagement, c'est aussi un risque d'image auprès des clients, auprès de toutes les parties prenantes au fond de l'entreprise. Je pense que voilà. Après, on peut perdre cette qualité de société à mission. Hein, c'est aussi un risque qu'on a quand on franchit ce pas, puisque l'organisme tiers indépendant va pouvoir dire telle mission, elle est peut-être pas suffisamment ambitieuse, pas transformative, ou que les moyens qui sont mis ou les résultats qui sont atteints sont pas à la hauteur des objectifs. Donc, on peut perdre cette qualité. Donc, il y a un risque réputationnel aussi. On parle d'entreprise à mission, on parle aussi de raison d'être. Comment se fait l'articulation entre les deux? Qu'est-ce que c'est que la raison d'être et quel est son lien justement avec l'entreprise à mission?
Alors, une mission, une entreprise à mission, c'est une entreprise qui s'est à la fois définie une raison d'être, mais également qui a des objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux qui sont accrochés à cette raison d'être et qui vont ensuite se décliner dans la feuille de route, et être opérationnalisés en fait dans l'entreprise. Donc, la raison d'être, finalement, c'est un exercice qui peut prendre du temps. Chez Camille, ça a pris 2 ans et demi pour la définir. Ces 2 phrases que vous avez citées, mon cher Fabrice, tout à l'heure. Elle interroge au fond le pourquoi de l'entreprise, pourquoi elle a été créée, quelles étaient les intentions initiales, et en même temps qu'elle interroge l'histoire, elle interroge aussi le futur. C'est à quoi j'ai envie de contribuer, en quoi, en tant qu'organisation, je peux avoir un impact positif pour le monde, pour la société, pour des enjeux sociaux, sociétés, environnementaux. Donc, c'est ce questionnement assez profond finalement de pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si elle n'existait pas, et inversement, qu'est-ce qui serait différent si tous les acteurs du même marché adoptaient cette raison d'être. Et elle est également très singulière, et une bonne raison d'être. Alors, je vais peut-être décevoir nos auditeurs, mais c'est pas un outil c'est pas un objet de communication. C'est pas un objet c'est pas une agence de com qui va faire la raison d'être. C'est vraiment un travail très collaboratif. Une raison d'être, bonne raison d'être n'a pas forcément besoin d'être une belle raison d'être. Elle a besoin d'être compréhensible et articulable dans le projet d'entreprise. C'est là où elle va être, c'est là où va tout se jouer entre le potentiel raison d'être washing et l'entreprise qui va utiliser cette raison d'être pour se transformer en profondeur parce qu'on a besoin de transformer nos pratiques. Donc, une bonne raison d'être, c'est une raison d'être qui est singulière, mais également qui est transformative. Cécile, par rapport à la Maïf, et vous, votre propre expérience, justement, quel regard vous portez sur la raison d'être et la manière dont elle a été rédigée au sein de votre entreprise? Emery l'évoquait, c'est vrai qu'une raison d'être, par définition, c'est quelque chose qui est extrêmement spécifique à l'entreprise. Donc, chacun écrit aussi la raison d'être avec ce qui lui correspond. Nous, à la Maïf, c'était un travail de fond, puisqu'on l'a évoqué, il y a un sujet d'attachement à l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une raison d'être qui serait complètement hors sol par rapport à ce qu'est l'entreprise. Ça sous-entendrait derrière qu'il doit y avoir un virage sur l'ensemble du business model, la culture d'entreprise qui serait vraiment, qui n'aurait pas lieu d'être, ou en tout cas qui ne serait pas assez cohérent pour que ça puisse permettre d'emmener tous les collaborateurs. Donc, ce travail historique est assez important. Et puis, le travail aussi de prospective, de réflexion sur où est-ce qu'on veut être demain, puisqu'on est sur un temps long. La raison d'être, c'est pas un plan stratégique cadré, c'est pas une tagline de plan strat à 4-5 ans, donc il faut que ce soit pensé dans le temps, de la même manière d'ailleurs que les objectifs qui sont dans les statuts, et ils sont dans les statuts, donc on ne change pas les statuts tous les 4 ans. Donc là aussi, ils doivent s'inscrire dans une vision très très longue. Donc à la Maïf, c'est un travail qui avait démarré avant que j'arrive et qui a duré à peu près 2 ans, à l'époque où ça s'appelait encore une mission. Après, on a changé le mot. On s'est dit non, notre mission, elle va s'appeler une raison d'être pour être cohérent avec l'impact et puis s'inscrire aussi dans cette perspective. Mais au final, c'est ça dont on parle, c'est-à-dire la formalisation. Alors, qui varie selon son entreprise. À la Maïf, nous, on a choisi de mettre l'accent sur le comment. Il faut une raison d'être qui n'est pas communicant, donc elle est un petit peu longue. Elle n'a pas vocation à servir en externe. Mais si je devais résumer, ce serait porter une attention sincère à l'autre et au monde pour construire le mieux commun. Voilà, et cet axe fort qui est sur le comment et pour l'interne, et c'est bien de ça dont il s'agit, puisqu'on va chercher à avoir un impact à travers nos activités. Et donc, il faut absolument il fallait aussi que ce soit un momentum pour tout l'interne, pour embarquer tout le monde. Ce qui a été le cas, y compris dans sa formule non communicante, les gens se sont vraiment reconnus dans les mots qu'on avait posés. Et puis, cette attention sincère, elle permet aussi de guider l'action. C'est-à-dire, c'est un principe. Si je me pose la question de la manière dont je vais devoir procéder, finalement, j'ai toujours cette référence-là qui me donne la ligne directrice. Et concrètement, donc on voit bien le sens de cette raison d'être. En effet, c'est important parce que le mot de raison d'être, il existe depuis longtemps, notamment dans les plateformes de marque. Donc, on est vraiment sur un enjeu très différent, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une communication qui va être très importante après derrière. Comment ça s'élabore justement, Cécile, par exemple, sur votre cas, c'est-à-dire on travaille avec les parties prenantes internes uniquement, on travaille aussi avec des parties prenantes externes, ce sont des ateliers, on est représentatif de l'entreprise, comment?
Quels sont vos conseils par rapport à ce que vous avez pu pratiquer pour nos camarades? On associe un cercle large. Alors, la MAIF, comme les mutuelles, a cette gouvernance qui associe l'externe, dans le sens où le conseil d'administration est composé de sociétaires qui sont nos clients. Donc, tout ce travail de réflexion autour de la mission a associé le comité de direction générale, d'autres cercles donc, de salariés et avec des tas d'ateliers, effectivement. Ces 2 années consacrées, on demandait un temps, alors ça a été aussi un temps qui a été choisi. Alors peut-être que c'est très lié à la culture Maïf, d'aimer les mots, d'aimer passer beaucoup de temps à réfléchir, en fait, à se poser les bonnes questions. Mais en tout cas, voilà, donc c'était une association, effectivement, de nos premiers clients, enfin de nos clients, qui étaient à nos côtés par le biais de leur représentation au conseil d'administration. Donc là aussi, c'est un choix de ne pas se lancer dans une démarche participative. La démarche participative, nous, on l'a choisi de la lancer au moment de la réflexion autour de nos objectifs statutaires. C'est à ce moment-là qu'on est allé interroger de manière très, 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 très large l'ensemble de nos parties prenantes pour établir un diagnostic à travers un questionnaire quanti et beaucoup d'entretiens quali pour voir où est-ce que ils nous attendaient et où est-ce que finalement nous aider aussi à travailler, à réfléchir à ces objectifs. Et vous, Emery, pour Camif, participatif, pas participatif, cette raison Oui, et objectivement, ce que l'on constate dans la communauté des entreprises à mission, c'est que ce sont dans la très grande majorité des cas des démarches collaboratives où, par exemple, pour 58% des sociétés à mission, alors ça, c'est des chiffres qu'on sort de notre observatoire des sociétés à mission, je vous mettrai le lien dans le chat, on a vraiment une co-création avec les salariés de la mission. Pour Camif, ça a été le cas, mais la raison pour laquelle on a pris 2 ans et demi pour écrire 2 phrases, ce n'est pas parce qu'on n'est pas très efficace, mais c'est parce qu'on a consulté largement. Et donc, on s'est nourri de beaucoup d'entretiens qualitatifs avec des parties prenantes, avec les clients, avec des actionnaires, avec des acteurs du territoire, avec des collaborateurs et avec des fournisseurs. Donc, au-delà des collaborateurs eux-mêmes, c'est l'ensemble des parties prenantes qui ont été consultées. Et la deuxième phrase de notre mission a été beaucoup nourrie des échanges qu'on a eus avec nos propres fournisseurs qui nous ont dit, au fond, ce qu'on apprécie chez Camif, c'est pas tant le chiffre qu'on fait avec vous, mais c'est la façon dont vous nous challengez. Quand on fait le tour du Made in France, qu'on va au cœur des usines avec des clients, des collaborateurs, des experts d'économie circulaire, qu'on travaille l'après-midi en atelier créatif avec des ouvriers, ça, personne ne fait ça avec nous. Quand on les challenge sur l'économie circulaire ou l'éco-conception, ça, dès 2013, ils n'avaient pas l'habitude et c'est ça qu'ils apprécient chez nous. Donc oui, la démarche a pris du temps. Et en même temps, elle a eu beaucoup de. Nous, on a créé notre comité de mission qu'on a appelé la cellulose, parce que quand on a démarré notre chemin sur l'entreprise à mission, c'était en 2013. Il n'y avait pas encore la loi Pacte, mais on s'est appuyé sur les travaux de chercheurs, ceux de l'école des mines, Blanche Ségrestin et Armand Actuel, qui avaient déjà eux théorisé à partir de la crise financière sur la société à objet social étendu. Donc notre cellulose, c'était la cellule à l'objet social étendu, et notre première mission qu'on a confiée à ce petit groupe de travail qui était un peu l'embryon de notre comité de mission, avec là aussi des représentants des parties prenantes, ça a été de définir cette raison d'être et les objectifs associés. Et ça a pris du temps parce qu'on a eu aussi beaucoup d'itérations successives et des discussions très longues parce que chaque mot compte. Est-ce qu'on s'est posé la question, par exemple, est-ce qu'il fallait qu'on mette dans la maison, dans notre raison d'être ou pas? Eh bien, finalement, on a statué que ça serait bien dans la maison et qu'on ne sortirait pas de la maison. Et ça, c'est, comme l'a dit Cécile, une fois qu'elle est posée, cette raison d'être, elle libère parce qu'elle éclaire chacun sur pourquoi l'entreprise existe, elle facilite la prise de décision à l'intérieur de l'entreprise et du coup, elle en vient aussi à transformer le modèle de management parce qu'elle autonomise et parce qu'elle rend chacun acteur de comment on peut… Les collaborateurs sont les mieux placés pour savoir comment traduire la mission au quotidien dans leurs actions. Très bien. On va continuer sur le cas Camif et le cas Massif. Je laisse la parole à ma camarade Charlotte. Maïf. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Massif. Ah, pardon, excusez-moi. C'est pas grave, je suis sûre que Cécile nous excusera. Ouais, merci pour, j'ai envie de dire, cette mise ou remise à niveau sur les entreprises à mission et sur la raison d'être.
Alors, on a aussi envie d'entendre votre témoignage sur comment tout ça s'applique au quotidien dans vos différentes entreprises. Emery, peut-être sur l'histoire de Camif, quand vous avez repris cette entreprise, en fait, ce qui vous a animé et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous êtes passé entreprise à mission? Oui, alors nous, on a repris Camif un peu à la barre du tribunal en 2009 et on a fait le choix d'en faire un modèle d'impact positif parce qu'on s'est dit que c'était la seule façon de réussir. La seule façon de réussir, c'était de mettre cette attention au cœur du projet, d'avoir un impact positif sur Niort, pour le territoire, mais aussi pour l'ensemble des fournisseurs qui avaient souffert de la chute de Camif. Et les choix qu'on a fait qui étaient assez structurants, par exemple, localiser notre centre de relations clients à Niort, miser sur le Made in France, alors qu'il n'y avait pas encore à l'époque, on ne parlait pas du tout de Made in France, c'était pas à la mode, on n'avait pas le ministre qui portait la marinière, il y avait pas le slip français, il n'y avait pas tout ça, mais ça a été pour nous une façon de réengager l'ensemble de l'écosystème autour du projet Camif. Et puis, on a pu redémarrer grâce à la fidélité de ces clients historiques qui étaient très attachés à la Camif, mais qui avaient plutôt des profils d'instituteurs à la retraite, si je peux me permettre. Donc, on savait que l'avenir de Camif ne passait pas par ces clients historiques qui nous ont permis de redémarrer. Et en 2012-2013, on s'est attaché à se doter de nouveaux moyens pour aller chercher des nouveaux clients. Et à ce moment-là, on a fait 2 rencontres qui ont été structurantes pour notre chemin. On a fait rentrer dans notre capital un des tout premiers fonds d'impact en France, qui s'appelle Citizen Capital, qui nous a permis d'aller déployer Camif au-delà et d'aller chercher de nouveaux consommateurs plus jeunes. Aujourd'hui, 80% de nos clients sont des gens plus jeunes que les anciens Camif et ils sont résolument inscrits dans cette consommation responsable, cherchent à donner du sens à leur achat, à savoir comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué, d'où ça vient. Et puis, on a fait la rencontre de ces chercheurs de l'école des mines, donc qui avaient théorisé sur la société à objet social étendu, et on a fait le cas d'école de ces chercheurs en suivant finalement leurs recommandations. Et on a donc commencé par constituer un petit groupe de travail, la cellulose. On a réfléchi à notre raison d'être. Et au-delà de ça, ce qui a été vraiment très transformant, c'est la traduction de cette raison d'être en 5 objectifs de mission. Et ces 5 objectifs de mission et cette raison d'être, ça formule donc la mission de Camif qui a été inscrite dans nos statuts dès 2017. Et ça a transformé vraiment l'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on met premier objectif de mission, informer, sensibiliser sur la consommation responsable. Alors, 2 semaines après l'inscription dans nos statuts en 2017, on décide de boycotter le Black Friday pour faire passer le message que la surconsommation, ça va bien et qu'il y a peut-être d'autres modèles mais qu'il faut prendre un peu de temps et de recul pour ça. C'était un acte très radical, mais qui pour nous a été un peu l'acte marquant de « Ok, ça c'est un projet d'entreprise à mission » parce que ça n'est pas contradictoire avec le projet de l'entreprise. Alors, quand on n'a pas inscrit dans nos statuts cette mission, oui, ça aurait été très contradictoire avec l'objet social même de l'entreprise. On s'est privé du meilleur jour du e-commerce, mais notre fierté, c'est que l'année dernière, il y a eu 1000 sites e-commerce qui ont boycotté le Black Friday, sans aller jusqu'à fermer, mais ils n'ont pas fait le Black Friday, et ça ne nous a pas empêché de faire 44% de croissance l'année dernière. Donc, ça montre que même si à court terme, et probablement c'est une des choses que toute entreprise à mission est amenée à faire, c'est un certain nombre de renoncements pour s'aligner finalement avec cette raison d'être et avec cette boussole qui est la mission. Et les renoncements, à court terme, ils ne sont pas forcément très bons pour le business, mais sur le long terme, ils sont excellents parce qu'ils rendent l'entreprise et son projet très clair, très différenciant, et ils en font un acte qui facilite à la fois le recrutement des talents, qui viennent jusqu'à Niort. On a ça de commun avec Cécile. On sait que c'est pas toujours facile de faire venir des gens à Niort. Eh bien, quand le projet et la mission leur parlent, on arrive à attirer des talents jusqu'à Niort. On arrive à retenir nos clients et les rendre davantage fidèles que les autres marques. Et tout ça se traduit finalement dans une très belle performance économique. Mais il faut, et c'est probablement un effet très positif finalement de l'exercice de la mission, ça redonne du temps long à l'entreprise. Parce qu'il faut aussi se dire que transformer son modèle, ça prend du temps. Quand on met en notre objectif de mission numéro 3, qui est faire de l'économie circulaire notre standard, on met ça en 2017, ça nous met un challenge considérable. Il faut revoir 40 000 références de produits pour intégrer davantage de composants issus du recyclage, pour repenser la façon dont ils sont fabriqués, pour qu'on puisse faire un jour de l'économie circulaire notre standard. Et ça c'est ce qui est l'effet très positif de cet objectif de mission, c'est que ça nous a mis en tension.
Ça nous a obligés à faire un pivot et probablement on est en train de le faire changer de métier, passer d'un métier de distributeur où nos chefs de produits faisaient, comme à la Camif avant, un travail de sélection d'offres sur des critères de qualité, locale, durable, à un métier d'éditeur où on prend la main sur la conception même des produits avec des designers, des experts d'économie circulaire et on fait travailler nos fabricants pour inventer des modèles vraiment en économie circulaire. Là, on lance en ce moment un matelas sur lequel on travaille depuis 4 ans, qui est la première boucle d'économie circulaire dans la literie, où on fait un matelas entièrement fabriqué avec des vieux matelas recyclés. Voilà, donc c'est un exemple. Et ce qui est très positif dans ce changement de métier qu'on est en train d'opérer, c'est qu'on voit les effets bénéfiques pour nous, mais aussi pour nos partenaires. Ce sont des produits qui sont exclusifs, qu'on ne retrouve pas ailleurs, on ne les retrouve pas sur les autres marketplaces, donc ils protègent nos marges, ils protègent également la marge de nos producteurs et ils créent aussi une valeur sociale et environnementale qui est très positive. On a pu mesurer que pour un emploi qu'on crée à Niort chez Camif, on a 14 emplois en France. Voilà, donc ça, c'est exactement en quoi la mission finit par transformer l'offre. Elle est vraiment au cœur du projet de l'entreprise. Elle va jusqu'à transformer les métiers de l'entreprise et elle en fait du coup un levier d'innovation qui se traduit en une performance. Alors, il faut prendre le temps, encore une fois, ça prend du temps, on ne transforme pas l'offre du jour au lendemain, mais ça rend le projet aussi très passionnant et ça facilite aussi l'adoption par les collaborateurs de ces changements. Changer de métier, c'est pas simple, mais quand il y a du sens derrière et qu'en plus il y a de la performance, il y a une triple performance, ça crée beaucoup de fierté aussi en interne. Passionnant, passionnant. Merci beaucoup. Cécile, pareil pour la Maïf, en fait, sur l'histoire de la Maïf et cette transition pour devenir une entreprise à mission, si vous voulez bien nous le raconter et puis nous dire ce que, comme Emery l'a fait là, finalement, quel impact ça a et qu'est-ce que ça change dans la manière dont, finalement, quand vous appliquez ces principes d'entreprise à mission, ça change quoi dans votre business au quotidien? Ouais, alors historiquement, la Maïf est militante par nature, puisque en 1934 déjà, les créateurs de la mutuelle avaient cette idée d'arriver à construire autour d'une communauté humaine solidaire. C'est une idée extrêmement disruptive pour l'époque, de se dire qu'en se mettant ensemble, en se faisant confiance les uns aux autres, on était capable de se protéger au sein de cette communauté. Et il y avait aussi derrière une vision d'un combat quand même un peu politique, puisque la construction de ce modèle se posait en alternative au modèle dominant qui était les SA, avec cette idée d'une société en fait plus solidaire, plus humaine, et qui n'était pas entièrement axée sur le profit. Et donc c'est clair que la mutuelle est arrivée donc sans actionnaire. Donc on voit bien que ce militantisme à l'époque était très prégnant. Cette façon de se dire les clients sont la mutuelle et ses clients, ça a eu une incidence sur toute la vie de la mutuelle, aussi sur la conception des offres. C'est-à-dire que les offres d'assurance à la Maïf, dès cette époque-là, étaient totalement inclusives. Elles partaient de la personne, ce qu'on pourrait appeler de l'UX design aujourd'hui, et s'attachaient à lui proposer la meilleure couverture possible pour que les gens soient le mieux protégés possible. Donc, avec toute cette évolution au fil du temps, donc la Maïf est restée fidèle finalement à cette vision première, la formaliser. Alors finalement, assurant militant, c'est pas si vieux comme signature, puisque la Maïf est venue très très tard à la publicité, à la communication. On parle des années entre 95 et 2000, donc voilà. Et l'enjeu, en fait, à travers la raison d'être et puis ce questionnement autour de la société à mission, c'est de se dire en projection, ce militantisme d'entreprise, cette notion un peu d'entreprise politique, qu'est-ce qu'elle veut dire en 2020 et pour les années qui suivent. Et finalement, ce combat qui à l'époque était un peu contre, comment on en fait un combat pour quelque chose, c'est-à-dire pour favoriser effectivement un alignement entre les intérêts évidemment de l'entreprise, Emery évoquait le sujet de la performance, mais surtout comment est-ce que l'entreprise peut prendre ses responsabilités et avoir un impact positif sur le reste de l'environnement et de la société. Alors, qu'est-ce que ça a changé chez nous, le fait de devenir société à mission? Moi, je sais presque comment dire, pas grand-chose dans l'état d'esprit. Le plan stratégique qui avait été défini 2 ans avant portait déjà des engagements. Alors, il y a aussi le fait que le modèle d'entreprise soit basé sur l'alignement
je l'évoquais, des intérêts des parties prenantes, hein, des collaborateurs, des sociétaires, de l'environnement et de l'entreprise. Le sujet, c'est bien de mesurer en quoi est-ce que ça génère de la performance, en quoi est-ce que les axes qui ont été choisis d'engagement nous permettent d'avoir déjà une marque qui est plus attractive sur un marché qui est hyper concurrentiel, de faire la différence et puis surtout d'être en projection par rapport à des publics qui sont en affinité, alors avec des valeurs, avec cette vision de la société demain et en tout cas avec la sensibilité du fait que des choix de consommation, ils ont un impact sur le monde dans lequel on vit. Donc voilà, et donc le devenir société à mission, ça, ce qui change, c'est le niveau d'exigence en fait avec lequel on s'engage dans cette voie. Un plan stratégique, il peut y avoir des choses qui bougent un petit peu. Là, le fait de l'avoir mis dans nos statuts, d'avoir une feuille de route mission qui fixe, elle aussi, des objectifs associés, des objectifs quantitatifs, hein, associés à ce qu'on a écrit dans les statuts et qui est revu tous les ans, y compris par le comité de mission. Ça, c'est un élément qui est extrêmement engageant. Mais c'est une véritable opportunité parce qu'au-delà de ce qu'il y a dans notre feuille de route mission, comme le disait Emery, cette libération finalement d'une forme d'énergie du corps social parce qu'il est porté par le projet, parce que la fierté, en fait, on va retrouver, se dire de se faire partie de cette communauté élargie qui a des véritables convictions, ça, c'est un impact. Au-delà de la feuille de route, chacun dans son métier à la Maïf est invité à réfléchir à la manière dont il peut avoir un impact positif. Donc, nous, à la communication, on réfléchit au grand sujet de la communication responsable, mais c'est vrai pour l'équipe de jardiniers de la Maïf, hein, c'est vrai pour l'équipe du restaurant, c'est vrai pour notre fonds de capital innovation. La semaine dernière, il y a notre filiale, la première filiale dédiée à l'assurance vie en France, qui est devenue société à mission, dans la même lignée, et qui va s'attacher donc dans son métier. Hein, alors évidemment, tout le monde travaille pour les grands objectifs. C'est comment on aligne nos stratégies climat avec des objectifs assez ambitieux. Nos stratégies d'investissement, comment est-ce qu'à travers l'épargne solidaire, on va contribuer à créer de l'emploi partout en France. C'est des sujets qui finalement irriguent chacun des métiers de la mutuelle, que ce soit dans nos offres d'assurance. Et là, effectivement, il y a un gros travail pour revoir les offres existantes et puis intégrer dès la conception des prochaines offres et services cette idée d'impact. Et puis aussi en tant qu'acteur financier, puisque un assureur, par définition, gère des encours assez importants. Et on sait que là, il y a un véritable levier aussi de transformation à la fois de la société et puis d'action au profit de l'environnement et de la transition énergétique. Merci beaucoup, Cécile. Alors moi, j'ai une dernière question. Vous avez tous les deux parlé beaucoup de co-construction dans tout ce travail qui a été fait, qui est fait, de démarche participative. J'entends que les collaborateurs sont clés dans la définition de la raison d'être. En tout cas, c'est ce qui s'est passé à MIF et à Maïf. Comment aujourd'hui, au quotidien, les collaborateurs contribuent? J'ai entendu parler d'attractivité. Évidemment, ça donne envie. Aujourd'hui, on est de plus en plus de personnes à rechercher du sens dans notre travail. Comment vos collaborateurs contribuent à cette entreprise à mission? Parce que j'ai entendu que, en effet, ce n'est pas du tout une décision de la direction, c'est bien une décision collective, un engagement collectif. Emery, Cécile, chacun votre tour, vous aurez un temps de réponse. Eh bien, ils contribuent chaque jour. Tout l'enjeu, c'est que les collaborateurs, où qu'ils soient, quel que soit leur métier, puissent au quotidien appliquer les meilleures décisions au regard de la mission. Et les choses sont parfois surprenantes. C'est-à-dire qu'une bonne mission qui est bien comprise, bien partagée, bien répétée, c'est probablement le rôle du dirigeant et des managers de répéter souvent la mission, de pourquoi on est ensemble. Cette raison d'être, c'est la raison d'être ensemble. Finalement, on s'aperçoit à un moment que, en fait, les collaborateurs, ils prennent des initiatives. Je vais vous donner un exemple. Il y a 6 mois, une collaboratrice qui est une chef de produit dans le linge de maison,
Elle a décidé sur les invendus qu'on avait avec il y a des housses de couette dépareillées, des thés d'oreiller, on ne savait plus quoi en faire, on n'arrive pas à les vendre parce qu'elles sont dépareillées justement. A décidé de monter un projet avec un ESAT qui va transformer ces produits pour en faire des petites cotons démaquillants, des petits sacs, etc. Et en faire des produits donc qu'on va revendre sur Camif. Donc on les transforme, c'est vraiment de l'économie circulaire. Voilà, tout ça, c'est assez logique par rapport à notre objectif de mission numéro 3, de faire de l'économie circulaire notre standard. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin de dire à mon responsable informatique, s'il fait un appel d'offres, par exemple, pour l'hébergement de nos serveurs, que c'est pas la peine d'aller interroger Amazon Web Services. Hein. Il le sait et il le sait tout seul et il le fait tout seul. Donc, finalement, c'est vraiment les collaborateurs qui sont les mieux placés pour, au quotidien, mettre en œuvre la mission. Par contre, là où on peut aider et où la mission aide, c'est quand elle est déclinée, Cécile en parlait tout à l'heure, dans une feuille de route où assez concrètement, on peut définir un certain nombre d'actions, de renoncements et d'indicateurs qu'on va avoir à atteindre collectivement. Là aussi, je vais vous donner un autre exemple. Notre deuxième objectif de mission, c'est de dynamiser l'emploi sur les territoires et favoriser l'insertion. Eh bien là, on a renoncé il y a 15 jours à 5% de notre chiffre d'affaires qui correspondait à tout ce qu'on achetait, tous les produits qu'on achetait en dehors d'Europe. Et donc maintenant, 100% des produits qu'on trouve sur camif.fr sont des produits fabriqués en Europe et 78% en France. C'est un renoncement qu'on avait acté, mais dont on a décidé d'avancer la date pour aller encore plus vite et aller encore plus loin et être encore plus clair vis-à-vis de nos clients quand ils arrivent sur camif.fr sur la garantie qu'en fait, ils trouvent des produits locaux. Voilà. Donc, cet alignement-là, il est opéré par les collaborateurs. C'est eux qui ont décidé d'avancer cette date parce qu'ils se sont dit finalement, c'est incohérent de dire on est pour le Made in France et en même temps de trouver un réfrigérateur américain fabriqué en Asie. Voilà. Donc, il y a des produits qu'on ne vend plus. Donc, on va vraiment avoir de la perte de chiffre d'affaires. On ne trouvera plus de micro-ondes, on ne trouvera plus de gros réfrigérateurs. Et puis, il y a des produits qui, du coup, les collaborateurs se sont mis à la recherche de fabricants européens pour remplacer sur du mobilier de jardin, sur un certain nombre de produits catégoriques qui sont quand même beaucoup sourcés en Chine. Il faut savoir que sur l'équipement de la maison, 80% de ce qu'on trouve dans les magasins, ça vient de Chine. Hein. Donc, c'est vraiment un combat, pas simple, mais c'est un défi, c'est un challenge et ça nourrit le sens du projet. Merci, Emery. Cécile, vos collaborateurs sont aussi des collaborateurs à la Maïf. Comment ça se concrétise au quotidien? Alors, on évoquait tout à l'heure notre raison d'être. On a choisi de la formaliser pour la communication et la résumer en un simple « chaque acte compte », ce qui donne aussi une indication, il évoquait, chacun, où qu'il soit d'entreprise et quel que soit son métier, il a à sa portée les leviers pour finalement agir dans le sens de notre raison d'être et notamment sur porter une attention sincère à l'autre et au monde. On a 5000 personnes à la Maïf qui sont dans le réseau et qui donc sont en contact quotidien avec nos sociétaires. Donc souvent pour les accompagner, certaines fois dans des situations vraiment très difficiles, cette traduction de l'attention sincère, c'est la première matérialisation. C'est comment j'accueille, comment je soutiens et comment j'accompagne finalement les personnes que je peux avoir en face de moi au bout du fil. Là aussi, c'est une matérialisation. Donc la Maïf a reçu le prix de le podium de la relation client pour la 17e année consécutive. Et puis, on l'évoquait, cette liberté qu'on offre. À la Maïf, il n'y a pas de script. Donc, un conseiller téléphonique, il reçoit les communications, il n'a aucune fiche pour lui dire la manière dont il doit traiter l'appel, un temps donné, etc. Et s'il a la capacité aussi, les marges de manœuvre, de prendre des initiatives à son niveau, ce qui évite derrière, alors en plus des sujets administratifs qui peuvent durer, mais qui fait que le sociétaire en face il est content, son problème a été résolu extrêmement rapidement, le collaborateur aussi, puisqu'il a le sentiment d'avoir une utilité dans la journée qui est importante, et puis pour l'entreprise, évidemment, ça raccourcit les délais de traitement, etc. Donc on est bien, chacun dans son métier est invité à le faire,
Le sujet de est-ce que alors on parlait d'une question sur les renoncements. Évidemment, il y a des choses qui coûtent plus cher. Alors nous, je prends l'exemple de la communication. Il y a des équipiers, des collègues qui nous ont dit tiens, on va lancer quelques initiatives. Donc, par exemple, il y a une initiative qui a été lancée qui est le zéro goodies. C'est très compliqué le zéro goodies parce qu'on est en entreprise. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent beaucoup de salons, quels qu'ils soient, et qui ont cette habitude d'aller à la rencontre et de donner un petit quelque chose. On ne peut pas être on arrête tout du jour au lendemain, donc il faut accompagner cette transition aussi avec moins de propositions, beaucoup moins d'ailleurs. On est passé à 10. Qui coûtent plus cher aussi, puisque fabriqués en France, éco-conçus, etc. Donc, il y a cet arbitrage entre on va vers du moins et ce moins permet de financer le mieux. Et c'est cette démarche à petits pas. Hein. On n'a pas la prétention, effectivement. Il faut se dire aussi que tout ça, ça prend du temps et qu'il vaut mieux avancer et quitte à essayer et faire machine arrière si ça ne marche pas, petit à petit. On est le même sujet sur notre magazine notre Consumer Mag, le magazine des sociétaires de la Maïf, où là, on vient de changer de papier pour être rapatrié tout ça dans les Vosges et donc faire vivre d'une manière durable une forêt et puis faire vivre aussi une usine. Il y a des problématiques des imprimeurs, elles sont assez prégnantes en France, puis imprimeurs et fabricants de papier recyclé, c'est compliqué. Voilà, et puis là, on s'interroge, j'imagine comme tout le monde, sur l'emballage. Le film voilà, donc on travaille aussi là on essaie de faire de la R&D pour savoir comment on va faire demain, si on peut le manger ou je sais pas quoi, mais voilà, donc ça fait passer quelques exemples au niveau de la communication et c'est vrai un peu partout dans l'entreprise. Merci beaucoup Cécile. En tout cas, on retiendra que en effet, c'est une démarche sur un temps long. Et à propos de temps long, Fabrice, je vais te repasser la parole parce que justement, l'idée c'est d'aller regarder un peu plus loin encore sur les perspectives qui s'offrent à nous. Et j'aime bien le dernier exemple de Cécile. Est-ce qu'on va manger demain nos emballages ou les planter pour en faire des plantes? Puisque finalement, il y a aujourd'hui du papier qui possède des graines. Et je ne sais pas si c'est possible sur le plastique. Je vais rebondir. J'ai une question à Emery, mais je vais rebondir sur ce que disait Cécile. Elle a lâché le mot tout à l'heure, militantisme. Et on connaît ce qui a été ou ce qui est peut-être toujours à la signature de la Maïf Assureur Militant. Et je vais poser la question à Emery parce que finalement, on est sur du militantisme, du pragmatisme. On a ce mot de militantisme qui arrive. On voit que les missions et les raisons d'être, elles tiennent un discours qui pourrait parfois être un discours philosophique ou un discours tenu par un parti politique, pas seulement écologique. Donc, les entreprises sont en train de se transformer en autre chose que ce qu'elles étaient, ou on est vraiment sur du pragmatisme, c'est ce qui va amener le business demain? Les deux, mon général. Vous avez 2 heures. Ça répond à une quête de sens, un besoin de sens, et ça répond aussi à l'urgence que l'on a devant nous, l'urgence climatique, où aujourd'hui le dirigeant, sans être nécessairement un dirigeant écolo convaincu, comprend que si on ne change pas radicalement nos modes de production, de faire entreprise, on peut se poser légitimement la question de est-ce qu'il y aura encore des entreprises dans 50 ans? Est-ce qu'il y aura encore des démocraties dans 50 ans? Donc, on est tous acteurs et quand on est dirigeant d'entreprise, on a une responsabilité, c'est de faire en sorte que son entreprise, dans 25 ans, elle soit encore sur le marché et qu'elle ait prospéré. Et pour prospérer, il faut qu'elle soit utile pour la société. Voilà. Et à partir du moment où on a compris ça, on n'a pas forcément besoin d'être un dirigeant écolo convaincu, mais on a besoin d'être un dirigeant responsable et qui va mettre en œuvre un projet d'entreprise qui va servir pas que les actionnaires en termes financiers, parce que cette vision très court-termiste, elle nous emmène dans le mur, mais qui va servir des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Et c'est en faisant cela que l'entreprise s'assure de sa pérennité. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, probablement qui est en train de changer et qui a été probablement accéléré par la crise de la Covid. On le voit sur les jeunes générations, on le voit chez les citoyens, chez les consommateurs, chez nos propres collaborateurs. Il y a une exigence croissante qui est portée sur l'engagement de l'entreprise. Donc, est-ce que l'entreprise peut être absente des débats de société? Non. Est-ce qu'elle peut avoir un impact positif sur des enjeux de société et être une force de transformation pour bâtir une économie soutenable?
Oui. Et probablement, l'entreprise est le plus puissant levier de transformation qu'on ait à disposition. On voit les limites des COP successives, les limites des États. Ils ont un rôle à jouer. Hein. Ça ne veut pas dire que l'État doit démissionner. Il a un rôle sur la réglementation, sur la fiscalité, sur la commande publique, mais les entreprises sont une puissante force de transformation. À partir du moment où elles prennent conscience de ça et qu'elles formalisent leurs engagements. Puis alors, on a une feuille de route mondiale avec les 17 objectifs de développement durable. L'entreprise ne peut pas répondre aux 17 objectifs de développement durable, mais elle peut préciser ce sur quoi elle va avoir un impact positif. Chez Camif, c'est clairement l'ODD numéro 12, qui est celui de la consommation responsable, la production responsable. Là, on peut avoir un impact majeur. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui distingue une démarche de RSE. J'ai lu dans le chat qu'il y avait des questions aussi sur B Corp, parce qu'on est labellisé, certifié B Corp depuis 2015, on a été recertifié en 2018. C'est des démarches qui sont assez complémentaires de la société à mission, mais là où la mission va beaucoup plus loin, c'est qu'elle clarifie ce sur quoi l'entreprise peut avoir un impact positif. Et elle va donc permettre à l'entreprise de mettre ses moyens, de mettre son modèle économique, ses ressources, son énergie considérable sur une contribution positive, mais sur un champ assez restreint de contribution positive, contrairement à une démarche RSE qui est bien, mais qui va être très globale et qui va être un peu la même pour tous, on va dire, et qui va être assez normative plus que transformative. Et là, l'enjeu, c'est de transformer les entreprises. Ça veut dire que pour vous, parce qu'on est sur un sujet transversal sur cette année pour nous, qui est la question de la RSE, l'entreprise à mission, c'est un peu l'aboutissement de la RSE d'une organisation, c'est le stade ultime. Alors, on voit, oui, une entreprise qui a déjà engagé une démarche RSE, c'est un terreau favorable pour aller plus loin. Mais j'observe qu'il y a également des entreprises qui n'avaient pas de démarche RSE ou des startups qui n'ont pas de démarche RSE parce qu'elles démarrent, mais qui vont tout de suite avoir une mission. Donc, c'est pas forcément un chemin continu. Chacun trouve son propre chemin d'ailleurs. Mais ce qui différencie vraiment la RSE ou B Corp, où vous avez sur B Corp, on a 200 questions qui répondent un peu à tout. C'est vrai que quand on est labellisé B Corp, ça veut dire qu'on est quand même assez bon sur l'ensemble des relations avec les parties prenantes, sur l'ensemble des objectifs, des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Mais on va beaucoup plus loin avec la mission. L'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'empreinte sociale de Camif, le rapport de 1 à 14 sur les emplois, ça, aucun référentiel RSE nous demande d'aller aussi loin. Donc, la mission touche probablement davantage à l'impact et à l'impact positif qu'une organisation peut avoir sur les enjeux qu'elle se définit elle-même. Alors après, ils peuvent être plus ou moins ambitieux, ces enjeux, et c'est aux consommateurs finalement ou aux collaborateurs, avant de rejoindre une entreprise, d'observer quels sont ses objectifs, quelle est cette raison d'être et cette mission, et est-ce qu'elle nous parle ou pas. Finalement, si demain toutes les entreprises deviennent entreprises à mission, ce qu'on souhaite aujourd'hui, il y a quelques jours, on vient de franchir la barre des 200 sociétés à mission, alors c'est très positif parce que les décrets de la loi PAC sont sortis l'année dernière et c'est des démarches, on l'a dit, qui prennent entre 12 et 24 mois. Donc, on voit vraiment le début de la vague, mais il y a une partie assez émergée de l'iceberg là qu'on ne voit pas encore, qui est en chemin et qui commence d'ailleurs à faire les premiers renoncements. Souvent, le chemin démarre par ça. J'avais une question aussi dans le chat. On démarre par finalement commencer à s'aligner et puis à un moment donné, quand on est bien aligné, on peut sortir la raison d'être et les objectifs qui sont pas trop déconnectés. Très bien, merci. Écoutez, je vous propose qu'on passe justement aux questions, parce que vous avez commencé déjà à le faire. Charlotte, est-ce qu'il y a des questions alors, on en a un certain nombre. Ce qui est magique avec Emery, c'est que tout en parlant, il répond aussi à certaines des questions quand même. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, vous avez répondu sur la démarche RSE et B Corp. On a une question sur les entreprises et institutions de la sphère publique ou parapublique. Est-ce que, selon vous, elles peuvent s'engager dans cette démarche ou le service public est-il en soi une raison d'être? Pour moi, tout le monde peut réfléchir à pourquoi on existe et quelle est la raison d'être de l'organisation, quelle est la raison d'être ensemble, qu'on soit une petite structure ou une très grande, qu'on soit une structure dans le domaine de la santé ou de l'assurance ou du commerce. Et on le voit dans la communauté des entreprises à mission. Nous avons, par exemple, des éco-organismes, on a Citeo. Ils ont une mission de base, ils ont une mission presque de service public, mais ça les a pas empêchés de faire cette clarification dans le pourquoi on est là
et dans quels sont les objectifs qu'on va poursuivre et quels sont les indicateurs qu'on va se fixer. Et tout ça, c'est une démarche qui est très, très positive. La Poste est devenue très récemment société à mission. On peut dire que la Poste, on n'est quand même pas très loin de mission de service public non plus. Donc, il y a un gros bénéfice, c'est que ça clarifie pour l'ensemble des parties prenantes le pourquoi on est ensemble, et ça met en tension l'entreprise sur des objectifs et sur une sorte d'ambition qui va transformer encore plus le modèle. Alors, on a peut-être une question intéressante de Françoise Montabric de Citizen Press. Vous disiez que se doter d'une mission, ça demande un certain nombre de renoncements. Est-ce du coup accessible aux petites entreprises ou est-ce que c'est un risque trop important pour elles? Alors, question pour l'un et l'autre, hein, bien évidemment. N'hésitez pas, Cécile, aussi à réagir. Le renoncement, c'est une façon de s'aligner. Donc, ça concerne surtout finalement les grosses entreprises ou les entreprises qui faisaient un peu le business comme toujours et puis qui se disent, tiens, on ne va pas pouvoir continuer éternellement de faire comme on a fait, il faut qu'on change. Et dans le changement, dans l'alignement, il y a un certain nombre de renoncements. Quand on est une start-up, on ne fait pas de renoncement. On démarre tout de suite avec une mission et on va tout de suite essayer de changer le monde. Enfin, voilà, c'est l'enjeu des entrepreneurs. Donc, le renoncement, il est plus ou moins élevé selon je dirais, le degré d'avancement qu'on a et l'écart qu'on a entre la raison d'être, les objectifs qu'on se fixe et les pratiques de l'entreprise. Une question, merci Emery. Une question pour vous, Cécile. Alors, on a compris que la raison d'être, c'est tout sauf un outil de communication. En revanche, quand on a cette entreprise à mission et cette raison d'être qui est affirmée, comment justement un service communication, et on a beaucoup de gens de la communication aujourd'hui, donc ils seront intéressés pour comprendre la démarche, comment un service communication vient contribuer et est-ce que ça sert la communication d'une entreprise? J'imagine un peu la réponse. Oui, en fait, la communication, le service communication, la direction et ses membres a été associé en fait pendant les 2 ans de réflexion autour de la formalisation de cette mission. Un des gros avantages de la communication et particulièrement aussi de la créativité, c'est le miroir que ça peut tendre sur qui peut rester un concept et finalement la formalisation, notamment en mots. Elle permet de pointer du doigt soit les limites de l'exercice, soit au contraire se dire on est juste en fait, on est juste dans les mots, mais ça veut dire aussi qu'on est juste par rapport à qui on est et par rapport à ce qu'on veut être demain. Donc ce miroir tendu, finalement, cette réflexion très en amont de la communication, elle est nécessaire. Elle l'est d'autant plus, Emery l'évoquait, il y a un véritable sujet pour l'interne, parce qu'à la fin du il s'agit bien de ça, hein, c'est-à-dire de mobiliser des équipes, de les fidéliser, et de leur donner du sens, pardon. Et du coup, ce sujet-là pour la communication interne, il est clé. Cette imbrication entre une formalisation, une raison d'être, une colonne vertébrale qui va servir les actions de tout un chacun, quel que soit le niveau de l'entreprise, et sa communication et le fait de pouvoir embarquer tout le monde, ça a été, la Maïf, ça a été un moment extrêmement fort de reconnaissance et d'adhésion et de fierté. Et puis, finalement, au fil des années, entre-temps, on a eu d'autres enjeux. On a dévoilé notre raison d'être. L'année d'après, c'était l'année d'inscription dans les statuts, justement, de nos objectifs. Et cette assemblée générale s'est faite à distance et elle est arrivée au milieu de la pandémie, au milieu de la crise sanitaire et du confinement. Donc là, on voit bien que la communication, elle est clé parce qu'elle a ce double enjeu, assurer la communication de crise et la continuité d'activité, et en même temps, emmener tout le corps social et l'ensemble des militants vers un moment qui est historique de la mutuelle et qui va se vivre forcément à distance. Et rétroactivement, on pourrait se dire aussi en quoi est-ce que finalement la raison d'être change le métier, ou en tout cas une incidence sur la manière dont on va pratiquer le métier de communicant. Et c'est là qu'on touche au greenwashing. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait d'une raison d'être si ça reste un slogan ou si elle sert à encadrer des publicités à la télé. Je pense que le rôle de la communication, c'est aussi un rôle de garant de la sincérité du discours. Et la sincérité du discours, c'est pas dire exactement ce qu'on pense, c'est s'assurer qu'on ne dit que ce que l'on fait. Une déclaration d'intention, c'est bien, mais si on se projette dans voilà ce qu'on va faire dans 5 ans, je pense qu'aujourd'hui, ce discours-là, il est plus audible par les consommateurs.
c'est trop loin. On évoquait, il est très urgent d'agir. Donc, il faut être en capacité d'aligner un discours sur des actes et pas d'essayer de mettre des actes en face du discours à très long terme, en tout cas vers la communication externe. On a justement une question de Barbara Bidan de Fleury-Michon sur quels écueils éviter justement pour éviter le greenwashing. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières à avoir? Je pense que le rôle de la communication, notamment dans les exercices de la réflexion sur la raison d'être, les sujets d'objectifs aussi, et puis ce qu'on va inscrire dans la feuille de route mission, il y a un rôle de vigie aussi, de garant, de ne dire que ce que l'on fait en fait. Faire très très attention. Alors, le métier communicant a évolué, hein. On est en prise directe avec toutes les communautés via les réseaux sociaux. Donc, ce rôle de vigie, si la communication ne l'a pas, de toute façon, les internautes, les communautés le feront à votre place. Donc, voilà, mais c'est bien d'être très en amont et d'avoir cette capacité aussi, je pense, une forme d'humilité. C'est-à-dire, quand on n'y est pas, on peut le dire aussi. Il n'y a pas de... et je pense que c'est mieux. On évoquait avec Charlotte les sujets des risques qui sont liés au statut même de la qualité de société à mission. Le risque d'exposition, il est énorme, puisque plus on s'expose, plus on s'engage, plus on s'expose. La seule chose qui peut faire que ça tient, c'est cet alignement parfait entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et la capacité à reconnaître que, malheureusement, on n'a pas toutes les solutions en main et qu'on n'y arrivera peut-être pas tout seul. Donc, question aussi sur l'impact. On a une question de Marie-Lise Morieras. Après quelques années de mise en place, avez-vous pu mesurer l'impact et l'effet d'avoir une mission et une raison d'être auprès de vos collaborateurs? Alors la question de l'impact, comment on mesure cet effet? Je dirais que c'est vraiment sur l'engagement des collaborateurs qu'on peut le mesurer. On a, nous, clairement, depuis 2017, les collaborateurs qui rejoignent Camif, ils rejoignent pour la mission, parce que ça leur parle, donc c'est un impact déjà très positif sur la marque employeur. Et puis, à l'intérieur de l'entreprise, ça a permis de libérer. Personnellement, j'ai abandonné le pouvoir parce que quand en 2016, on lance notre premier budget collaboratif, on le fait parce qu'on avait déjà formulé un peu la raison d'être. Elle n'était pas encore inscrite dans nos statuts, mais les choses étaient suffisamment claires pour que on puisse avoir 9 collaborateurs qui n'avaient jamais fait de budget de leur vie, qui ont, pendant 3 mois, rédigé toute la feuille de route de l'entreprise et réalisé le budget. Donc, en termes de management, je pense qu'on touche aussi à quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça libère, ça éclaire, ça précise le sens et finalement, c'est la meilleure façon de voir si les collaborateurs réagissent et quelles sont les actions qu'ils ont entreprises qui sont directement liées à la mission et comment ils se sont saisis de ça pour transformer leurs pratiques et donc transformer l'entreprise. Après, ça a un impact aussi positif sur le bien-être au travail parce que je pense que quand on a du sens, quelque part, c'est une des clés, hein, c'est pas la seule, mais c'est une des clés quand même du bien-être au travail. Donc, on peut le mesurer aussi à travers nos enquêtes de NPS collaborateurs. On voit la progression aussi qu'on a depuis 2-3 ans. En quelques mots, peut-être pour conclure sur un exemple concret dont on a tous entendu parler, quel enseignement on tire du cas Danone? Excellent. Excellent. Emmanuel Faber qui a quand même mouillé la chemise, on peut le dire, pour faire adopter par une société cotée et par 99,4% de ses actionnaires la qualité de société à mission. C'était vraiment un acte très fort qui a d'ailleurs permis à Danone de passer du double projet de 1972 de Ribou à ce triple projet qui intègre maintenant une dimension environnementale. Eh bien, quelques mois plus tard, il se fait débarquer pour des raisons assez classiques de désalignement entre un conseil d'administration et un dirigeant. Ça arrive dans beaucoup d'entreprises. Mais pour autant, la mission de Danone n'a pas changé, n'a pas sauté. Donc, c'est vraiment la preuve de la résilience de la mission au-delà d'un changement de dirigeant et peut-être même demain, au-delà d'un changement d'actionnaire. Donc, c'est cette résilience qu'offre la mission. On jugera vraiment l'affaire Danone, il faut pas se précipiter pour dire que c'est un échec ou pas de la société à mission, on verra, mais on jugera vraiment la capacité de transformation
dans les pratiques de Danone dans 3-4 ans au regard de leurs résultats sur leur mission. C'est un peu tôt pour dire aujourd'hui si la société à mission aura transformé Danone, c'est ça la question. Mais en effet, la mission survit à son dirigeant. C'est quand même la leçon intéressante de ce. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises familiales qui sont un terreau assez positif pour les sociétés à mission, elles vont sur le sujet de société à mission parce que ça leur permet de pérenniser la mission au-delà d'un changement de génération. Très bien. Mais écoutez, il est 10h, donc on s'est engagé à s'arrêter à 10h. Donc, on va remercier avec Charlotte, Henry et Cécile pour ce moment vraiment intéressant d'avoir consacré du temps à notre communauté Comment. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Martina pour quelques mots de la fin sur notre sujet. Martina. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ah, merci pour. Vous me voyez, vous m'entendez? Tout à fait. Parfait. Merci pour ce beau talk. Je vois beaucoup de retours positifs, ce qui fait plaisir. Et je vous prends encore 2 minutes pour vous présenter les prochains événements Comment qui se tiendront donc la semaine prochaine et à la rentrée. Jeudi 8 juillet, on aura bien 3 événements. Un premier événement de 9h à 10h, le Bench Live numéro 5, pour célébrer ensemble les 10 ans de Superception avec Christophe Lacny qui s'occupe, qui est le fondateur de ce site. L'après-midi de 17h à 19h, pour le réseau des DIRCOM, on aura un atelier sur les tendances 2030 appliquées au monde de la communication. Donc, enfin, un événement chez Comment pour les DIRCOM. On vous attend nombreux et nombreuses. Et encore un événement online, mais l'après-midi de 18h à 19h sur la gestion de la trésorerie du côté des agences. Et on vous dévoile aussi le programme pour la rentrée. On aura le grand tournoi de pétanque Comment qui revient pour la rentrée, pour célébrer la rentrée le 7 septembre tous ensemble au Boulodrome de la Porte Dorée de 18h à 23h30. Je vous rappelle que vous pourrez vous inscrire en tant que joueur avec votre triplette, votre équipe, en solo, mais également juste pour nous rejoindre, assister au tournoi et partager un beau moment avec nous. Et le Talk 19, le 22 septembre de 9h à 10h, sur le travail d'Alacom en 2021, notamment sur le management de transition. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses sur nos prochains événements. Je vous laisse ici notre site internet où vous pouvez consulter tous nos événements et les formations qui reprendront notamment à la rentrée. Encore Super. Merci pour ce talk qui sera disponible en replay sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Merci Martina. Encore merci à Emery et à Cécile pour le temps et le grand intérêt de ces interventions. Et on vous souhaite à tous un très bel été avant le prochain talk sur la RSE qui sera à la rentrée. Vous serez tenus au courant, bien évidemment. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée à toutes et à tous.